Bonjour à tous. Je pense qu'on a fait une très belle introduction. Merci pour cette première keynote qui a rappelé un peu pourquoi la monnaie un peu existe et comment la monnaie existe, sous quelle forme. Et là, on va rentrer aussi dans le cœur du sujet Bitcoin et son lien avec la monnaie, mais même plus que ça. C'est monnaie, banque et paiement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande industrie au monde. C'est une industrie qui est plus grande que la monnaie. Vous allez peut-être être surpris avec ce propos, mais j'essaie de découvrir comment on peut naviguer avec ça. C'est le vert, merci. OK. Peut-être d'abord une toute petite introduction. Moi, je travaille dans l'industrie bancaire, l'industrie des paiements depuis beaucoup d'années. J'ai eu la chance de pouvoir voir toute la chaîne de valeur de la monnaie, de la banque et des paiements. Ce que je dis aujourd'hui ne représente pas du tout l'avis ni des banques françaises là où je travaille, ni des banques centrales, européennes ou françaises ou autres. C'est vraiment mon avis personnel. J'enseigne aussi dans les universités, à la Sorbonne, à l'ESME. Je vais vous parler aujourd'hui de mon avis personnel. Ça n'engage à rien la Banque centrale, ni les banques, mes clients avec qui je travaille, sur la sécurité des paiements et sur la monnaie numérique de banque centrale ou tout autre. Je suis bitcoiner depuis le début de Bitcoin. Juste pour une petite anecdote, j'étais en Australie en 2010 quand Bitcoin était né en 2009. On était en train de créer une monnaie, un paiement instantané australien pour que lorsque les Australiens se payent entre eux, n'envoient pas une transaction aux États-Unis pour qu'elle revienne pour acheter de la viande ou de la baguette australienne. Ça faisait pas sens. Donc c'est la souveraineté des paiements qui m'a fait que j'étais en Australie en 2010. On était 150 consultants qui inventaient cette nouvelle forme de monnaie, vos moyens de paiement. Et en tombant sur un papier mathématique de Satoshi Nakamoto, j'ai dit aux 150 consultants avec qui on travaillait, c'est pas la peine, quelqu'un l'a fait. Bien sûr, personne ne m'a compris. Il me dit, t'as rien compris, continue, on te paye pour faire ce que tu fais, fais-nous comme nous on veut. J'ai dit, d'accord, vous allez comprendre, vous allez voir que Bitcoin, il allait vraiment disrupter, changer notre façon de voir la monnaie. Et c'est exactement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, tout commence d'abord par Internet lui-même. Quand on a inventé le web, ce monsieur-là qui a inventé le web, il existe encore, il est encore vivant, il s'appelle Tim Berners-Lee. Quand il a inventé le web, il a dit, on va pouvoir partager de la connaissance et payer en ligne. Déjà, quand on a inventé Internet et le web, qui sont deux choses différentes, on l'a fait pour partager de l'information, connaissance, et payer. Pourquoi? Parce que les paiements, c'est pas n'importe quoi. Quand Steve Jobs il a inventé l'iPhone, il a dit c'est votre vie numérique qui sera dans votre poche. Et vous remarquez l'année 2007, un an avant l'arrivée de Bitcoin. Et justement, Bitcoin, quand il est arrivé, lui, est-ce qu'il a dit je veux réinventer la monnaie? Non. Est-ce qu'il a dit je veux changer le système bancaire? Est-ce qu'il a dit je suis de la théorie libérale économique? Non. Il a dit j'ai créé un moyen de paiement en ligne. Il voulait régler un problème dans l'industrie des paiements. Comment se payer en ligne sur Internet, entre pays, dans des jeux. Un personnage dans le jeu, il ne fallait pas lui ouvrir un compte bancaire à la BNP pour lui acheter une armure. La BNP refuse, les microtransactions n'existaient pas, des transactions transatlantiques, ça n'existait pas en temps réel. Donc il y avait un problème. Et c'est de là où a commencé l'histoire de Bitcoin. Pour tous ceux qui disent que Bitcoin est né parce qu'il y avait une crise économique, c'est faux. La crise économique a eu lieu en 2008. Bitcoin, lui, il est né en 2006. Celui qui l'a écrit, Satoshi Nakamoto, il a écrit le code en 2006. Moi, en 2006, dans l'industrie de paiement, j'écrivais un code pareil, alors pas aussi élogieux et éloquent que celui de Satoshi Nakamoto, pour faire des paiements en ligne, pour que les paiements dans les jeux puissent se faire d'une façon transfrontalière. Pour les cumuler. Donc on réglait tous dans l'industrie de paiement ce problème. Et Satoshi, il l'a réglé d'une façon générale pour tout le monde. J'accélère un peu. Bitcoin, alors je vous provoque un peu. Bitcoin, c'est une idée qui est plus grande que Apple et Amazon combinés. Amazon, ils font du paiement, ils font de la logistique, ils font des commerces en ligne partout au monde. Apple, il a dit, c'est votre vie dans votre poche. Votre vie numérique dans votre poche. Bitcoin, c'est une idée plus grande que les deux combinés. Vous allez voir pourquoi. D'ailleurs, quand Bitcoin il est né, au même moment, moi j'avais publié un papier qui s'appelle Rise of Smart Payments. Ce papier-là, il a pris un prix aux États-Unis parce que j'ai pu, en tout cas, forecaster, je n'ai pas prédit, mais j'ai fait du forecast en disant, nous sommes en 2011, quand j'ai fait ce papier-là, j'ai dit qu'en 2015, il y aura plus de porteurs de smartphones au monde que de porteurs de cartes bancaires. Alors pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie bancaire, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la vision, je ne suis pas visionnaire. Je dis simplement Apple, elle aura tout intérêt à devenir un acteur de l'industrie bancaire et des paiements. Elle aura plus de clients que toutes les banques de la planète.
Et donc les banques françaises et les banques internationales m'ont dit, mais non, vous êtes visionnaire, ça ne sert à rien. Personne ne fera confiance à Apple pour payer un jour. Jamais. Jamais. Ça, c'est mon industrie, hein, c'est mes clients. Donc je galère avec mes clients, comme vous le remarquez. Finalement, ils ont dit, non, on va réinventer, nous, les Apple Pay. On va faire du Quickso, on va faire du S-Money. La France a inventé beaucoup de paiements mobiles. Ils sont tous échoués. Vous avez peut-être entendu parler de Paylib, puis Wiro maintenant. Apple Pay est un des leaders mondiaux. Voilà, ils ont fini tous par l'adopter. Et donc, ça ne sert à rien d'être visionnaire, mais ça sert à quelque chose de comprendre l'histoire de mon industrie. Alors la slide, elle est longue, je vais faire un résumé de comment l'industrie de paiement elle a évolué. Tout commence par un visionnaire en 1888 américain qui a dit « En l'an 2000, les humains, ils vont plus payer avec de l'or. Les humains, ils vont plus payer avec des billets. Les humains payeront avec ce que je vais appeler, moi, carte de crédit. Ça veut dire que je vais pouvoir m'endetter et payer avec de l'argent que je ne possède pas encore, et ça va marcher. » Donc c'était le Jules Verne, sincèrement, c'était un Jules Verne, ce monsieur, Edward Bellamy. Bon, son livre était comme Jules Verne, on va monter à la Lune, on va faire le tour du monde, on va essayer. Donc en 1924, quelqu'un a dit « je vais essayer ». C'est General Petroleum. Donc qui a parlé tout à l'heure de pétrodollar, l'énergie? Voilà, je suis d'origine libanaise aussi, donc... Et donc, on comprend tout de suite les allusions vers le monde énergétique immédiatement. C'est aux États-Unis l'industrie énergétique qui a dit moi, les paiements, ça m'intéresse. Je veux faire une carte, c'est plus efficient, c'est plus efficace. Sauf que, bien sûr, ça n'a pas encore très bien marché. C'était dans un circuit fermé. C'est un Arménien qui s'appelle George Simidjian qui a immigré des massacres en Arménie. Il a étudié à Beyrouth, à l'université américaine de Beyrouth. Il a migré à New York après. Il a inventé le premier guichet automatique bancaire. Il a dit, au lieu de distribuer des pièces de chocolat et des boissons, on pourrait peut-être distribuer de la monnaie. Et ça a marché. Technologiquement, ça a marché. Sauf que c'était comme le Concorde, c'était trop en avant-gardiste. L'histoire continue avec la France. La France, c'est le pays leader mondial pionnier dans l'industrie des paiements. D'une façon absolue. On a inventé la carte, on a inventé la carte à piste, on a inventé la carte à puce, on a inventé les terminaux de paiement. Et ça, c'est que la France. Donc la carte bleue que vous avez aujourd'hui dans votre poche avec ce logo-là, CB, elle est née en 67. En 71, la carte magnétique a été inventée par Transac. Donc c'est encore une fois les industriels français et les innovants français. Le premier terminal de paiement en 73. Alors vous voyez que Visa, il est né en 76. Les Américains, ils ne sont pas fous, ils sont intelligents. Ils ont dit, ces Français font des choses, on va leur piquer ça, et on va le faire au monde. C'est la différence entre l'esprit français et l'esprit américain, malheureusement. En même temps, la cryptographie, elle est avancée, 3DS et RSA, c'est des mathématiques, c'est de la technologie de la sécurisation électronique, donc c'est du chiffrement symétrique et asymétrique. Et un Français qui s'appelle Roland Moreno, il invente la carte à puce, la puce, il invente carrément la puce, avec un brevet d'invention qui était encore vivant jusqu'à début des années 2000, quoi. Et donc, tout le monde, la planète, payait des royalties aux Français, enfin lui, parce qu'on a inventé la puce. Et ça a sécurisé les paiements, ça a permis les paiements en ligne. Sécurisé. Alors, vous voyez qu'il y a une gold rush, cette ruée vers l'or, c'est un épisode dans l'histoire des paiements où il y a eu beaucoup d'investissements. C'est un peu comme vous avez vu récemment dans l'écosystème crypto, où il y a eu plein de levées de fonds, plein de tours de table, plein d'investissements, avec beaucoup d'échecs évidemment. Mais c'est exactement ce qui s'est passé entre 71 et 84, jusqu'à ce qu'on a à peu près tout inventé, on a démontré ce qu'on pouvait démontrer, il fallait maintenant les déployer partout au monde d'une façon interopérable, pour que le guichet de la BNP, avec la carte BNP, on puisse aller retirer de l'argent à la Société Générale. Ah ben, ça ne marchait pas. L'interopérabilité n'existait pas. Donc en France, on a créé CB, le GIE carte bancaire, qui existe aujourd'hui, c'est aussi un de mes clients. Donc en 84, il permet l'interopérabilité. Et la norme, elle s'appelle EMV. Cette norme-là, remarquez bien le E au début, c'est Europe, Mastercard et Visa. Europay, Mastercard et Visa. Pour vous dire que même la norme mondiale, aujourd'hui, des paiements par carte bancaire, elle est française européenne d'abord, Mastercard et Visa après. Bon, la suite de l'histoire a fait que Visa a racheté. Europay n'existe plus. Était avalé, économiquement parlant. Donc l'histoire s'accélère dans une phase de structuration. L'arrivée d'Internet a fait que PC est né, PayPal arrive pour les paiements en ligne, etc.
On voit que cette période-là, c'est une période classique. On a essayé de payer en ligne avec des cartes en plastique. Ça ne marchait pas très bien, ça marchait un peu, l'adoption était faible. Jusqu'à ce que ce monsieur-là, Steve Jobs, il dit, voici votre vie dans votre poche maintenant. Je vais avoir plus de personnes qui en détiennent des smartphones que de cartes. Et les paiements mobiles sont nés. Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, mais aussi Bitcoin. Ils sont nés tous dans la même période, dans une nouvelle ruée vers l'or. Moi, j'en ai vu les investissements. Des centaines de milliards d'euros s'injecter dans cette industrie-là pour essayer. Même en France, partout au monde. Cette période, malheureusement, elle est finie à cause d'un autre monsieur que vous aimez, qui aime Facebook, qui aime Mark Zuckerberg. Personne, d'accord, ok, moi non plus. Mark Zuckerberg, il a dit, je vais faire mon Bitcoin, ça va s'appeler Diem Libra, tout le monde va l'utiliser, je vais devenir, moi, la banque mondiale de la planète Terre. Et là, à Biarritz, en France, le G7 et le G20 se sont réunis 2 fois, hein, à Biarritz et ailleurs, en Europe, et ils se sont dit, on démantèle Facebook. Et donc, il y a eu des hearings dans le Congrès américain pendant des 9 heures et des 9 heures, j'ai tout écouté, et ils ont dit à Zuckerberg, tu m'arrêtes ce projet, sinon je démantèle Facebook. Et entre-temps, il y a eu un ordre qui a été donné à toutes les banques centrales au monde, à tous les régulateurs. Et régulez-moi Bitcoin, régulez-moi les stablecoins, et vous, banque centrale, émettez-moi immédiatement des monnaies numériques de banque centrale. Bon, moi, je travaille dessus, hein, c'est là où j'interviens beaucoup sur la blockchain. C'est aussi côté banque centrale, pour essayer de faire des monnaies numériques de banque centrale. Même si vous ne les aimez pas, on a une commande pour les faire. Et cette commande, elle vient de Obama, de Trump, de Poutine, de Emmanuel Macron, des présidents. Un ordre donné aux banques centrales. Donc voilà, comme vous voyez, la structuring era a commencé. Loi Pacte, réglementation, loi MiCA, etc. Cette slide a été longue, mais je ne vous ai pas défini c'est quoi un paiement. Quand on dit paiement, on parle uniquement paiement électronique. En français, on utilise le mot monétique pour la partie carte des paiements. Mais sachez que quand on parle d'un système de paiement, c'est un écosystème d'échange de la monnaie contre des services ou des biens, entre un payeur et un payé, un porteur d'un moyen de paiement et un commerçant par exemple, dans un système électronique sécurisé. Donc vous voyez qu'on appelle le domaine d'acceptation, il se trouve que entre le payeur et le commerçant, mais derrière, c'est un monde caché. Moi, mon background, c'est la cryptologie. Donc moi, j'ai fait des études un peu comme le papier de Satoshi Nakamoto, il était un papier aussi lié à la sécurité, à la cryptographie. C'est comme ça que moi, je l'ai vu un peu tôt, en 2010, alors qu'il est sorti en 2009. Mais dans ce monde-là, avant de parler de crypto, il y a des mondes cachés derrière. Donc j'ai commencé à travailler dans ma carrière dans la carte à puce. J'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'était la sécurité de la carte à puce. Puis j'ai dit, mais elle est où la monnaie ? Ils me disent qu'il y a de la monnaie dans la carte à puce. Ben, je ne la vois pas parce que je développe même moi le code et je ne la vois pas, elle est où ? Ils m'ont dit, bah, elle est dans le serveur d'autorisation, puis elle est dans le serveur acquisition, puis elle est dans la banque centrale, puis dans le clearing house. Donc j'ai suivi dans ma carrière pendant 20 ans la monnaie. C'est comme ça que j'ai appris qu'elle est nulle part et partout en même temps. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire aujourd'hui. Donc, pourquoi nous sommes la plus grande industrie au monde ? Quand on mesure des industries, on peut les mesurer par leur chiffre d'affaires ou par leur revenu, par exemple. Bah, prenez la mesure que vous voulez. Il n'y a pas une industrie sur la planète Terre plus grande que l'industrie des paiements. Pourquoi ? Son chiffre d'affaires, il dépasse la masse monétaire. Donc s'il y a 1000 monnaies, 1000 unités de monnaie sur la planète Terre, le chiffre d'affaires de l'industrie de paiement, c'est 2000. Parce qu'il y a la vélocité de la monnaie. La monnaie, elle circule de moi à elle, de elle à vous, etc. C'est la même monnaie. Bah, ça fait un chiffre d'affaires plus un chiffre d'affaires. Donc déjà, on triche sur le chiffre d'affaires, on dépasse la masse monétaire. Vous allez me dire, ça ne sert à rien. C'est quoi vos revenus ? Les voici. En réalité, c'est 2400 aujourd'hui, parce que ça date de 2022. 2400, alors c'est difficile à comprendre, 2400 milliards de dollars en revenus. 2400 000 milliards, laissez tomber. 2,2 trillion en anglais, 2200 milliards de dollars en revenus. Alors c'est quoi ? C'est on prend des petits prélèvements sur chaque transaction, des petites commissions, des petites fees. Chaque acteur, il prend un petit bout et ça s'accumule. Et c'est comme ça qu'on se fait de l'argent dans notre industrie. Tout le monde en bénéficie, les banques, Visa, etc. Et on est bien caché. Quasiment personne n'entend parler de l'industrie de paiement. Justement parce que on ne se cache pas parce qu'on a honte, parce que vous ne devez pas voir un acte de paiement. Ça doit être inodore, indolore, ça se fait partout, facile. Sinon, il y a un problème.
Et c'est pour ça qu'on est quand même bien caché. En revanche, il y a un autre problème dans cette industrie. Moi, dans mon papier, j'avais fait ces projections-là. Les volumes, la quantité de transactions, elle augmente beaucoup. La valeur des transactions, elle augmente beaucoup dans mes forecasts. Les revenus augmentent aussi beaucoup. Mais la fraude, on n'était pas bon. La fraude, elle fait plus que quadrupler. Pourquoi? Parce qu'on allait passer tous les paiements cartes physiques de proximité chez le commerçant à des transactions en ligne, alors que le plastique ne passe pas très bien dans la fibre optique. Donc il fallait créer d'autres choses, envoyer un SMS, second facteur d'authentification, appeler la grand-mère pour s'assurer que le fils il a bien le droit de payer. Il fallait trouver un moyen de lutter contre la fraude qui n'était pas adapté avec la façon dont on payait. Mais comme Jonathan sur Bitcoin il vous a promis, vous allez comprendre un peu les coulisses des paiements. Alors je ne peux pas tout vous dévoiler non plus, mais je peux vous dévoiler beaucoup de choses. Au moins pour un paiement type, qui est un paiement carte dans un pays. Ce n'est même pas un paiement d'un touriste en France. C'est juste le paiement d'un Français en France. Ce que vous voyez ici, c'est un payeur qui veut acheter avec 100 € chez un commerçant. Alors, en général, il y a des... C'était une cinématique, mais c'est pas grave, on va faire ça en mode schéma. Il veut payer 100 € au commerçant. Le commerçant ne va jamais recevoir 100 €. Il peut rêver, hein, il peut afficher 100, il peut dire je prends 100, il ne les recevra jamais. Quand on paye, il va insérer la carte dans le terminal de paiement du commerçant. Donc ça, c'est le 1. Le 1, il va aller vers un PSP. C'est un établissement de paiement qui va dire « Moi, monsieur commerçant, je vais t'aider à accepter des paiements de partout, de plusieurs banques, de plusieurs clients. » Et donc, pour faire ça, ben moi, je ne sais rien faire à part appeler Visa, ou appeler Mastercard, ou appeler l'émetteur de la... Enfin, pas l'émetteur, le scheme card. Donc, dans ce cas-là, c'est card scheme, ça peut être carte bancaire en France. Je vais appeler Visa, par exemple, et je vais dire à Visa, bon, cette carte, elle a ton logo. Il y a qui derrière? Bon, d'accord, ce numéro-là, Visa va dire, ah tiens, celle-là appartient à la SG. Et voici le numéro de téléphone, entre guillemets, hein, je caricature, du serveur d'autorisation de paiement. Et Visa va dire, bah, d'accord, bah, moi je peux te transférer l'appel. Je transfère l'appel au serveur émetteur, donc on appelle la banque émettrice ou issuer, celle qui émet la carte, au porteur, à celui qui la porte. Il va dire, ce monsieur, votre client veut payer 100 €, vous l'autorisez, oui ou non? Ma banque va dire, oui, il a suffisamment de fonds. Elle va dire, oui, bah, il me faut un numéro d'autorisation qui réserve un montant. C'est ce numéro qui est retourné à l'établissement de paiement qui le collecte et qui informe le commerçant, c'est bon, un jour vous allez être payé. Vous pouvez maintenant donner la marchandise de Carrefour à ce Michel. Il va partir avec ses courses. Ce qui est bien. Et il ne faut pas critiquer les anciens moyens de paiement. Ça, c'est une invention géniale des années 60, 70, 80. C'est à l'époque, il n'y avait pas Bitcoin, hein, donc il ne faut pas trop quand même comparer tout de suite à Bitcoin. Il fallait inventer un moyen de paiement rapide, sachant que l'argent ne va pas bouger rapidement. Là, au moins, le commerçant, il a une certitude, quasi certaine, parce qu'il y a des assurances derrière, qu'il sera payé. Ceci dit, le paiement n'a toujours pas lieu. En fin de journée, lui, il a reçu 100 000 clients, c'est partout en France par exemple, 100 000 clients. Il a 100 000 transactions, donc 100 000 paiements. Il va redire à son établissement de paiement, bon bah ça me fait une belle jambe, tu m'as renvoyé 100 000 numéros d'autorisation, moi je veux être payé. Hein. Envoie-moi l'argent. Ah bah, l'établissement de paiement va dire, bah, c'est pas moi. Visa va dire, ah bah, non, bah, c'est pas moi non plus. Hein. Là c'est les banques. Et donc l'établissement de paiement va appeler la banque du commerçant, qui lui va dire, bah, moi je ne sais pas collecter 100 000 paiements de partout au monde. Moi je n'ai pas des liens directs avec 100 000 banques, par exemple. Je n'ai pas de lien. Moi je vis toute seule, j'appelle Visa si vous avez besoin de moi. Et donc comment ça se passe? La banque acquéreur va aller parler avec une clearinghouse. En France, ça s'appelle STET. C'est moins de 100 employés. C'est bien caché à la Défense. C'est systémique. Si STET tombe, la moitié de l'Europe s'arrête. Effondrement économique, tout le monde en faillite, vous allez quasiment perdre votre argent. Presque. En tout cas, il y a des centaines de milliards de dollars de pertes par heure si STET s'arrête. Cette STET-là, elle va dire, très bien, toi, banque acquéreur BNP, la banque par exemple de Carrefour, tu as 100 000 transactions à les collecter de, je caricature, 100 000 banques sur la planète Terre. Moi, ces banques-là, ils ont des comptes chez moi. Sauf que, toi aussi, tu leur dois de l'argent. Tu as acheté des produits par tes fournisseurs, etc. Donc il faut que toi aussi tu les payes.
Et ben, le commerçant va dire, écoute, je ne sais pas, fais-moi quelque chose de net, enfin, dis-moi, je leur dois combien, ils me doivent combien, et on solde ça comment? Ça, c'est le métier de la clearing house. Elle va dire, en net, je caricature, si tu fais un transfert d'1 € de cette banque à cette banque, ça débloque, par exemple, 100 000 transactions, d'un montant qui dépasse 100 millions d'euros. Donc, les transactions que nous faisons, nous, dans l'économie un peu réelle, peuvent se dénouer par un virement net qui peut se faire à la Banque centrale. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la clearing house, elle n'a pas de compte. Elle est comme Visa. Elle va aller à la Banque centrale et aider les banques à faire cette transaction finale qui va dénouer les transactions unitaires. Vous voyez que c'est long, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses beaucoup d'étapes, beaucoup d'intermédiaires, mais le plus important dans cette histoire, c'est deux choses. C'est le temps et la perte en énergie. Le temps, ça prend en général, ça dépend des pays, ça peut prendre une journée, 2 jours, plus 3 jours. Le samedi, dimanche, ça ne marche pas. Il faut attendre 3 jours, par exemple. Jour férié, il faut attendre après. Donc, c'est pour ça que le commerçant, il est en général payé 7 jours après. Donc, par exemple, 5 jours après, le commerçant va dire « Ah, les 100 € sont arrivés. » Oups, c'est pas 100 €, c'est 98. Pourquoi? Parce que chaque intermédiaire, il a prélevé une petite commission. Et c'est ça qui fait les 2200 milliards de dollars de revenus aux industriels. Bon, vous avez compris que c'est compliqué, vous avez compris que c'est une chaîne de valeur très optimisée avec le temps. Ça a pris 50, 60 ans pour créer tous ces intermédiaires. Ça veut dire qu'elle est très spécialisée. Et dans la logistique et dans l'économie, si on a une chaîne de valeur très spécialisée et très optimisée, elle est très fragile. Elle est efficace, mais elle est très fragile. En plus, elle est très lourde en normes et en réglementation. Je ne vais même pas vous lire tout ça. Moi, je travaille. Pourquoi moi j'existe? Pourquoi moi j'ai une entreprise qui travaille, qui vit bien sa vie? C'est parce que je connais toutes ces normes, je connais tous ces systèmes, et il faut acheter un consultant qui connaît tout ça pour que ça fonctionne encore dans les banques. Ensuite, on a parlé de la fraude, mais on a juste touché un mot sur la fraude. Mais pourquoi il y a de la fraude? Voici que des chiffres en France. En France, en 2000, ça date de 2019, mais ce n'est pas grave, c'est les ratios qui sont importants. Il y a 25 milliards de transactions par an, 27 000 milliards d'euros en montant, et la fraude, elle est à peu près d'1 milliard. Vous allez me dire, mais c'est dommage, si on peut récupérer 1 milliard, c'est important pour l'économie. Mon industrie va vous dire, ça coûte plus cher d'aller les récupérer, c'est pas la peine, vaut mieux les perdre. C'est rien 1 milliard. C'est rien. C'est rien par rapport à 27 000 milliards, c'est même pas 1%. D'ailleurs, c'est 0, quelque chose pour cent. Sauf qu'en étudiant d'où vient la fraude, 90%, 92,4% des transactions frauduleuses, c'est à cause de la carte. Pourquoi? Parce que déjà, la carte, elle a un taux de fraude quasi nul quand vous payez chez le commerçant. Grâce à l'invention française de Moreno, la carte à puce, elle tue la fraude. 0,016% de fraude chez le boulanger. Mais quand vous payez en ligne, Moreno, il ne peut pas vous aider. Moreno, il a dit, moi, je sécurise les paiements de proximité, les paiements à distance. C'est une invention américaine qui est venue après, avec des couches bizarres. Même Amazon a refusé d'implémenter le 3D Secure, le one-time password, parce que les gens arrêtaient de payer, quoi. Ils laissaient le panier, en fin de compte. Et donc, il fallait créer une solution au problème de la fraude pour basculer les paiements sur Internet. On a le smartphone, on a la cryptographie, on a la carte à puce, mais on ne sait pas faire très bien les paiements en ligne. Et c'est pour ça que Bitcoin est aussi né. Vous allez voir dans cette histoire. Donc, j'ai aplati le schéma que vous avez vu tout à l'heure. Le payeur paye par le terminal le commerçant, sa banque, c'est l'acquéreur. Le scheme card, il est entre l'acquéreur et l'émetteur de la carte bancaire, qui lui contacte la clearinghouse, qui, elle, fait une transaction à la banque centrale. 2 à 4% sont perdus des montants dans cette affaire. Ça a marché très bien. Ça a permis de faire des paiements. Sinon, on n'aurait pas eu des paiements électroniques. La question, c'est qu'est-ce que fait Bitcoin? Bitcoin, c'est ça. Je viens d'acheter aujourd'hui deux produits de chez Stackinsat ce matin en arrivant. J'ai payé avec Bitcoin. Il n'y avait personne derrière, moi et Joss. J'ai payé, Joss, il a reçu immédiatement, en moins d'une seconde. Il y avait un petit problème de connexion sur mon smartphone au début, mais c'est en moins d'une seconde, il a reçu le montant payé.
Donc vous voyez que c'est très disruptif. Alors nous, on dit pas, moi j'utilise pas dans l'enseignement le mot disruptif, je dis c'est fondateur. C'est un changement des fondations du système. Donc c'est une révolution plus profonde que disruptive. Et d'ailleurs, c'est une guerre entre tous ceux qui sont en haut de la chaîne de valeur et les banques qui sont en bas. Pire dans l'histoire, ceux qui sont au milieu, ils sont écrasés, comme Visa. D'ailleurs, Visa, c'est l'un des plus grands amis de l'industrie crypto, un peu aujourd'hui. Elle a dit, mais je veux une place au soleil. Je vous aide avec une carte qui permet de payer avec du Bitcoin derrière. Je vous la convertis en fiat, j'ai tous les systèmes. Donc tout le monde cherche une place dans la chaîne de valeur. Mais en réalité, c'est une révolution du moyen de paiement, de la banque elle-même, de la monnaie et de la réglementation. Et moi, je vais quand même m'attarder 2 minutes sur, un peu plus peut-être, sur, encore une fois, la suite de la question, c'est quoi la monnaie? Parce qu'on a parlé de l'histoire de la monnaie, mais il faudrait quand même revenir aux fondamentaux, de dire, mais ça mesure quoi? Et c'est quoi sa valeur? Ou d'où vient sa valeur, plus simplement? D'où vient la valeur d'une monnaie, quelle qu'elle soit? Cette question, elle était posée bien avant Aristote, je vous rassure. On a des traces historiques qui datent d'avant Aristote. Mais ceux qui ont philosophé sur le sujet, c'est Aristote, il a dit, ça mesure en travail. Je demande à Michel de construire un mur, je demande à Nathalie de détruire le mur, ça vaut 100 €, l'autre vaut peut-être 100 €, j'en sais rien. Mais ça mesure en travail. Et son ami Platon lui dit, mais le résultat c'est 0 quand même, dans cette histoire. Et il y a 200 € qui sont brûlés pour construire le mur et le détruire. Aristote répond, oui, mais il y a du travail. Il fallait le construire, ça a coûté quelque chose. Il fallait le détruire, ça a coûté quelque chose. Il n'est pas d'accord, Platon. Il dit non, c'est juste une convention sociale. On ne mesure rien. Ce n'est pas la peine de mesurer, ce n'est pas la finalité de mesurer une valeur intrinsèque. Attention au mot valeur. Valeur, c'est on va évaluer l'importance, les bénéfices de quelque chose. Pour Platon, non, il dit on ne mesure rien. C'est une convention sociale. J'écris que ça vaut autant, c'est ce que j'ai écrit, c'est tout. Et il suffit de l'écrire dans un registre. D'ailleurs, la blockchain, c'est un registre distribué. Et donc, les idées d'un registre distribué ont commencé avec ces deux messieurs. Pour ceux qui connaissent un peu Bitcoin, il y a un peu de proof of work là et un peu de registre distribué ici. Pour continuer l'histoire, il y a un grand débat entre les deux qui n'a jamais été tranché. Mais il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. On a parlé de d'où l'or il est né. Pourquoi l'or a été adopté comme moyen de paiement? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu la crise. Je ne sais pas comment on appelle ça, dans les moins 1300 avant Jésus-Christ, il y a eu une guerre mondiale. Tous les peuples se sont massacrés entre eux, toutes les civilisations se sont effondrées, sauf une. Les Phéniciens. C'était la seule civilisation qui a sorti de l'âge de bronze sans mourir. Pourquoi? Parce que c'est elle qui partait partout faire du commerce et aller dans des mines pour prendre de l'étain, faire du bronze, qui a dévalué la monnaie de toutes les civilisations. Et la dévaluation des monnaies des autres civilisations a fait que même pour les Phéniciens, ça ne valait plus rien, leur propre monnaie, le bronze. Ils se sont dit, adopter l'or comme moyen de paiement. Les premières monnaies frappées en or, ça date de la Lydie. La Lydie était une ancienne colonie phénicienne, et à Tyr, la ville de Tyr. L'or, il est rare, par nature. L'or, il est attractif, il est utilisé pour les dieux. Il est dans les temples, c'est un signe de pouvoir. C'est l'une des raisons pour laquelle l'or a été adopté. L'or, en plus, il est mieux que le registre inutile de Platon. Alors je suis très très taquin exprès. Platon, quand il dit c'est une convention sociale, il dit j'écris chez moi que Michel a pris un crédit de 20 têtes de bétail, d'où le mot capital, 20 têtes de bétail, qu'il doit rendre pendant 20 ans 40, avec un taux d'intérêt X. Ce registre était écrit sur une tablette cunéiforme en Babylonie. Quand le commerçant phénicien venait, il voulait faire du commerce entre l'Égypte et la Babylonie. Qu'est-ce qu'il va dire l'Égyptien par rapport au registre cunéiforme de la convention sociale babylonienne? Il dit, elle ne me sert à rien, elle ne vaut rien. Ta convention sociale, ton registre n'a pas de valeur chez moi. Moi, je veux quelque chose qui a de la valeur chez toi et chez moi. Tu t'intéresses à l'or, l'or m'intéresse à moi aussi. C'est comme ça que l'or, il est devenu le moyen de paiement transfrontalier de l'époque. Et ceux qui l'ont transité, parmi d'autres, il y avait les Égyptiens, les Phéniciens, toutes les autres civilisations l'ont adopté par consensus. Donc, celui qui a perdu dans l'histoire, c'est Platon. Il a eu tort. La monnaie n'est pas une convention sociale. La monnaie est une vraie valeur intrinsèque. Alors ça, c'est les économistes plus tard qui vous disent maintenant non, la monnaie fiat, on n'a plus besoin de la valeur intrinsèque. Je vous parle historiquement, celui qui a gagné dans le débat, c'est Aristote. D'ailleurs, sa définition, elle n'est pas précise, parce que moi j'ai publié un papier qui dit que ce n'est pas seulement la mesure du travail, mais c'est la mesure de l'action. Dans la thermodynamique, c'est très différent. Le travail, c'est une quantité d'énergie, au début moins
ce qui reste après, l'action, il y a la notion de temps. Et d'ailleurs, c'est Français, celui qui a inventé mathématiquement la notion d'action, c'est Lagrange, entre autres, qui dit que tout dans l'univers optimise pour réduire l'action nécessaire. Parce qu'il n'y a pas que l'énergie. Je dépense l'énergie dans combien de temps? Si je veux voyager en vélo de Paris à Moscou, oui, c'est moins cher peut-être en énergie, mais ce n'est pas efficace en termes d'action. Et donc, encore une fois, je ne vous détaille pas tout ça maintenant, mais très rapidement, ça a dérapé avec ce monsieur-là qui s'appelle César. Il a dit non, 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 ils ont tort, c'est moi qui ai raison. La monnaie, c'est moi. La monnaie, c'est César. Je dis que ça vaut autant, ça vaut autant. Alors, heureusement, à l'époque, c'était encore de l'or. Donc, il valait quelque chose, effectivement. Mais tu as exactement cité le fait qu'il rognait un peu les pièces. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait l'effondrement de l'Empire romain? Tout est une histoire monétaire dans l'histoire, hein, vous allez voir. C'est qu'il y avait un déficit de commerce entre l'Empire romain et la Chine. Et l'Inde, d'ailleurs les deux. Et ce qui a fait que la monnaie a été dévaluée. Les Chinois et les Indiens disaient non, on ne prend pas la monnaie de Tiberius, on veut la monnaie de César, parce que la teneur en or est supérieure. Je caricature, ce n'est pas ces deux noms-là, il y avait d'autres empereurs moins connus qui ont trafiqué. Et donc, même les soldats, ils disent, nous, on veut être payés avec cette pièce, ce n'est pas celle-là. Donc la fongibilité a été cassée, et le commerce a été cassé. Et c'est ça qui a fait l'effondrement de l'Empire romain. Bon, je vous donne ici la citation de Jésus qui dit « Payez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». L'histoire continue avec ce monsieur-là, Kublai Khan. On a parlé tout à l'heure de l'Europe, mais l'histoire ne commence pas en Europe, je vous rassure, elle commence bien loin. C'est les Mongols qui ont inventé la monnaie fiat, la monnaie papier. Et c'est Marco Polo qui a rapporté cette information en Europe. Il est parti vers Samarcande, il a dit « Là-bas, ils ont un truc bizarre, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'or, c'est bizarre. Ils ont des papiers et ça marche. » En réalité, ça a commencé en 1960 à 1994. Ce monsieur-là, après Genghis Khan, il a dit « Moi, je veux prendre l'or de toutes les villes que je prends. » Là où il a eu le plus de problèmes, c'était en Iran et à Damas et dans nos régions, parce que nous, on est très attachés à l'or, très attachés. Donc il a sorti un décret. Le commerçant qui refuse d'accepter le papier comme moyen de paiement, je lui coupe la tête. Celui qui rapporte l'histoire, je lui donne son magasin, tous ses bénéfices, sa femme et ses enfants. C'est une loi, une loi réelle. C'est comme ça que ça marchait chez les Mongols, c'était simple. Bon, ça a amené à la création des assassins, une secte iranienne, syrienne dans toute cette région-là. Bon, peut-être qu'ils prenaient de la hashish, mais ils étaient aussi des assassins et qui étaient de la résistance contre le système de commerce mongol, qui voulait l'or, qui ont souhaité garder l'or. Et donc, le dérapage de ce système, on va voir ce qu'il a donné. Ensuite, en France, on a cité les Assyriens. Voici une photo, je pense que c'est des Assyriens, ça. Et donc, c'est John Law qui a dit non, la monnaie, c'est le pouvoir régalien du roi pour abuser la monnaie. J'imprime autant que je veux, et ça vaut autant, et c'est moi qui décide que ça vaut autant. Jusqu'à ce que Talleyrand, il a fait beaucoup de... En fait, c'est l'une des raisons de la Révolution française. Ce qu'on ne nous a pas enseigné quand moi j'ai étudié la Révolution française, on nous a enseigné que le peuple avait faim, qu'il y a eu l'histoire du biscuit, de la brioche, je ne sais pas, pardon. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est ça qu'on retient en culture générale, c'est ça qu'on retient après à la fin. Et puis ils sont tous entretués, Robespierre est fini, tête coupée. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi ça a eu lieu? C'est parce qu'il y a eu une dévaluation de la monnaie. C'est parce que le boulanger français ne pouvait plus payer le blé importé de l'Algérie avec du papier qui ne vaut rien. L'Algérien, il lui disait bah ça, tu te le payes entre toi et ta mère, mais moi, je veux de l'or. Il n'y avait plus d'or. Sauf que le roi, il a dit, si tu ne vends pas la baguette à 1 franc, c'est ta tête qui sera coupée. Ben, le boulanger, il a fermé la boulangerie, c'est tout. Donc il y avait de la famine, oui. Il y avait de la famine. Donc c'est une crise économique monétaire à l'époque. Ensuite, ce monsieur qui était visionnaire. Bon, pourquoi l'empire mongol s'est effondré? C'est pas parce qu'il y a eu de la résistance, c'est pas parce qu'on a pu assassiner quelques rois ou quelques généraux. La seule raison qui a fait effondrer l'empire mongol, la seule, c'est qu'ils ont voulu faire un projet tellement gigantesque en Chine de barrages et de ponts, ils n'avaient pas assez d'or pour le faire, ils n'avaient pas, tellement ça coûtait cher. Il a imprimé une infinité de billets, une infinité, supérieure à la richesse de la planète Terre à l'époque, qui a fait que ça a fait effondrer sa monnaie. Les soldats ont arrêté de combattre pour lui. Encore une fois, quand je vous dis que c'est la plus grande industrie au monde, c'est même dans le sens de l'histoire. Bon, vous voyez un peu l'évolution des moyens de paiement. Donc ça, c'était la Lydia, l'Electrum, qui s'appelait l'Electrum. Hein. Puis on voit comment Bitcoin, normalement c'est une nouvelle forme mathématique
pure mathématique, cryptographique d'ailleurs, de la monnaie. J'accélère un peu. Ceux qui ont essayé d'adopter Bitcoin en moyen de paiement, ils n'ont eu que des bénéfices. Il y a eu ces marques-là, hein, que vous voyez, Amazon, Apple, Delta, Nike. Ils ont rapporté que ça augmente le panier moyen. En général, ceux qui détiennent du Bitcoin, ils ont un panier moyen plus élevé. En général, aujourd'hui, c'est vrai. En plus, donc, le panier moyen, au lieu de payer 30 € en moyenne, on paye 200 € en moyenne. Le commerçant est assez content. Deuxième chose, ça a généré plus de ventes. Parce que ça adresse une nouvelle catégorie de clients. Un nouveau canal pour accéder à une nouvelle catégorie de clients. Un centre commercial qui dit « moi j'accepte du paiement en Bitcoin », bah, les Bitcoiners vont aller payer dans ce centre commercial leurs affaires. Donc ça ramène plus de clients. Aujourd'hui, c'est un avantage d'être pionnier. Ça a été mesuré. Réduction des coûts. Bon, je vous ai parlé des coûts. Hein. Ce n'est pas 2%, ce n'est pas 4%, c'est moins de 1%. Zéro fraude. Actuellement, sur toutes les transactions de paiement en crypto, il y a eu une mesure de zéro fraude. Pour plein de raisons. C'est un push payment, ce n'est pas un prélèvement. Quand vous payez par carte, une banque va vous prélever sur votre compte un montant plus tard. Il peut y avoir des erreurs dans ce temps-là. Alors qu'un paiement en Bitcoin, c'est un paiement cash. Je sors 10 €, je vous paye 10 €, donc il n'y a aucune raison de fraude, sauf si je me trompe. Et là, si je me trompe, ça ne s'appelle pas de la fraude. Ensuite, c'est un paiement transfrontalier par conception. Il n'y a pas le problème de change, il n'y a pas le problème de mais non, le commerce. Regardez Amazon, regardez Apple Pay, regardez App Store. Ils ont des stores pour la France, des stores pour les Amériques, à cause de deux questions réglementaires d'un côté et monnaie de l'autre, devise. Donc avec Bitcoin, il n'y a plus de frontières, c'est Internet. Un autre exemple qui nous vient du Salvador, moi j'ai eu la chance d'aller là-bas, d'essayer de vivre là-bas un peu de temps, quelques jours, hein, une semaine. J'ai vécu une semaine sans carte bancaire, sans cash, sans dollars, qu'avec mon smartphone. Et j'ai tout payé, tout, avec du Bitcoin Lightning. Dans ce pays-là, il y a 4 millions de Salvadoriens sur les 6,6 millions qui ont un wallet Bitcoin. Ils ne l'utilisent pas tous, c'est évident. Mais ceux qui l'utilisent sont plus nombreux que ceux qui utilisent des comptes bancaires. Donc en soi, c'est déjà un premier succès. Ça, c'est un exemple. Vous scannez un QR code. Sur votre wallet, ça vous affiche le montant à payer en Satoshi. C'est des fractions de Bitcoin. Vous payez et puis ils reçoivent ici 6,30 €, comme vous voyez, sans problème. C'est un autre exemple celui-là, il me tient le plus à cœur. J'étais à la plage en maillot. Une vendeuse ambulante vendait du popcorn et de la bière. Un popcorn, un sac de popcorn coûtait moins d'1 $. Bon, j'ai payé un peu plus parce que j'avais plaisir, ça me faisait plaisir, mais ça coûtait moins cher. Et on payait à la plage avec rien sur nous, sauf le maillot et le téléphone. Ça. Alors, faites ça avec du cash si vous voulez. Essayez de nager avec. Faites ça avec de la carte bancaire aussi. C'est mieux avec du Bitcoin Lightning. Après, on vous parle aussi de la question énergétique. On vous dit, oui, mais Bitcoin, Michel, quand même, il consomme trop d'énergie, c'est trop gourmand en énergie, et ça, c'est pas très bien non plus. On peut faire mieux. On peut faire une crypto-monnaie qui ne consomme pas trop d'énergie. Non, c'est faux. Tout ce qu'ils disent que c'est vrai, on en reparle après à la sortie. Mais en tout cas, moi, j'ai publié un papier qui s'appelle Bitcoin, Crypto Payments, Energy Efficiency, juste pour répondre à une question. Est-ce que c'est efficient? Il consomme autant qu'il veut, c'est pas grave. Est-ce que c'est efficient? Comparé au monde bancaire. Parce que moi, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie bancaire et j'ai jamais vu un chiffre ou une critique qui dit que nous, on consomme beaucoup d'énergie. On nous critique sur autre chose. On nous critique sur la politique monétaire, sur les crédits. Mais alors, personne ne voit le côté énergie côté banque. Donc, j'ai décidé de le faire. Et donc, c'est de répondre à cette question. Ça consomme combien? Et ça consomme combien en terawatts? Alors, ça venait en une réponse à Cambridge. Cambridge, elle avait déjà publié un papier qui disait Bitcoin consomme plus que le Danemark. Bitcoin consomme 180 TWh par an. Terawatt, c'est gigantesque. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme les milliers de milliards d'euros que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un chiffre que je n'arrive pas à le dire. Terawatt, c'est énorme. Et donc, ils ont dit que ces 150 TWh par an pour Bitcoin, c'est trop. Ça ne fait rien, Bitcoin, c'est nul. Et donc, du coup, c'est de l'argent perdu, de l'énergie perdue. D'abord, je disais, mais comment ils calculaient? J'ai vu qu'ils calculaient avec le prix moyen de l'électricité. Puis moi, je suis mineur. Moi, je n'achète jamais le prix moyen d'électricité. Moi, j'achète le prix pas cher de l'électricité pour miner. Si je veux miner en Afrique, ce n'est pas le prix moyen. Au Bangladesh, ce n'est pas le prix moyen de New York. Et donc, j'ai vu déjà une approche qui avait des erreurs côté Cambridge. Mais je n'ai pas vu d'études qui disaient les banques consommaient combien. Donc, j'ai dû faire le travail, comparer ce qui est comparable.
Bon, je vous passe tous les détails. J'ai vu tous les modèles de machines de minage, ils consommaient combien en watts. J'ai estimé combien il y en a sur le marché qui sont encore vivants. Et là, il y a des méthodes pour le faire. Moi, j'ai déjà publié d'autres papiers pour le smartphone, pour les guichets automatiques bancaires. Je connais très bien le cycle de vie de hardware. Et donc, grâce à ces méthodes-là, on est arrivé à découvrir combien d'unités de minage il y avait en 2022, 3,15 millions. Et voilà ce que consomme Bitcoin, la moitié de ce que Cambridge disait. La moitié, quasiment la moitié, un peu moins que la moitié, un peu plus que la moitié, pardon. Et donc Cambridge, un an après, elle a corrigé ses estimations. Elle n'a pas fait référence à mes travaux, mais c'est pas grave. Mais au moins, elle a dit bon, on était sur une marge trop élevée, effectivement, avec une nouvelle méthode que je n'ai pas revue de leur côté, ils sont alignés un peu avec mes chiffres. Mais ce qui est surprenant dans l'industrie de paiement, bancaire, Bitcoin, pardon, c'est l'efficience des machines de minage. Chaque nouvelle machine de minage consomme beaucoup moins d'électricité pour faire beaucoup plus de calculs. Donc cette industrie s'optimise déjà elle, seule. Et donc voici le résultat. Les banques consomment à peu près 1000 TWh par an contre 80. Bon, et voici la découpe des coûts, si vous voulez, la facture totale. Et tout le monde m'a dit, mais alors, on s'en fout, les banques font mieux, les banques font plus que Bitcoin. Donc c'est normal que ça consomme plus. J'ai dit donc d'accord. Dans mon papier, j'ai déjà répondu à la question. J'ai anticipé la question. J'ai dit d'accord, par transaction. Parce que ça, c'est la somme de toutes les transactions bancaires et la somme des petites transactions de Bitcoin. Si on prend par transaction, voici le tableau final de mon étude. Ce que vous voyez dans la première ligne classique, c'est les paiements aujourd'hui. Le monde bancaire consomme 1000 terawatts. Il fait 100 000 transactions secondes, à peu près. En fait, il fait 0 transaction seconde. Chaque transaction, elle prend à peu près 48 heures, en moyenne au monde. Ça peut prendre 15 jours pour les remittances Western Union, parfois. Pour les remittances interbancaires, ça peut être instantané avec Western Union, mais ce n'est pas vraiment instantané. Mais en gros, la moyenne, c'est 172 000 secondes, c'est 48 heures. Ceci dit, ça consomme 0,3 kW par transaction. C'est très petit. Pourquoi ? Ça fait 60 ans que mon industrie des paiements électroniques, elle s'optimise. Elle a une chaîne de valeur très, très, très optimisée, excellemment optimisée. Donc, c'est normal qu'elle consomme moins par transaction et qu'elle fasse le maximum 100 000. En réalité, le chiffre transaction seconde est faux pour tout le monde. C'est ça qui est vrai, c'est par an. 3146 milliards de transactions par an. Typiquement, il y a Swift, il y a Visa, etc. Le IP, c'est le paiement instantané. Moi, j'ai mis en place le paiement instantané en Australie, en France. Donc, j'ai créé aussi le SKIM. J'ai participé à la création du SKIM, à la norme des paiements instantanés. Et donc, je connais qu'il y a des limites. Si on met en place les paiements instantanés, on ne peut pas basculer toutes les transactions en paiement instantané. Parce qu'il y a le core banking dans toutes les banques qui doit changer. La banque centrale a des limites. Comme c'est central, c'est eux le goulot d'étranglement. Donc, on ne peut pas faire plus que 1000 transactions secondes avec IP. Sauf qu'avec IP, ça va consommer 31 kW par transaction. Ça se termine en 7 secondes, 7 à 14 secondes à peu près. Donc, j'ai appelé ça un coefficient d'efficience énergétique 241 fois plus efficient énergétiquement. L'IP, il est 241 fois plus efficient énergétiquement que le paiement classique. Mais il fait moins. On ne peut pas faire autant. Bitcoin, lui, consomme 80. J'ai pas de pointeur ici, je pense. C'est pas grave. J'ai pas de pointeur. Donc Bitcoin consomme 80, il fait 4 transactions secondes en moyenne, c'est chaque 10 minutes, mais c'est pas grave. Et il consomme trop en énergie, 459 kW par transaction. Sauf que son efficience énergétique, c'est 0,33. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il fait ça en 10 minutes. Et n'oubliez pas qu'on optimise pour l'action, pas pour l'énergie. Et si on prend en compte le Bitcoin Lightning, il est des centaines de milliers de fois plus efficient énergétiquement par transaction que l'industrie bancaire. C'est pour ça que l'avenir des crypto-paiements passe par Bitcoin. Et dernier point, sur la censure, vous savez que les Américains veulent dominer le minage de Bitcoin. La question c'est, s'ils dominent les machines de minage, est-ce qu'ils peuvent maintenant censurer à volonté des transactions? J'ai aussi publié un papier là-dessus, je vous donne tout de suite que le résultat. Ce n'est pas le moment d'expliquer tous les détails, mais sachez que c'est comme ça qu'on distribue les transactions sur une blockchain en Bitcoin. C'est un joli schéma de la neige. La ligne noire, c'est la moyenne de 10 minutes. Il y a des transactions et des blocs qui sortent quasi instantanément. Il y a des blocs qui prennent 20 minutes pour sortir sur Bitcoin. La moyenne, c'est celle-là.
Et ça, c'est une distribution d'un mathématicien français qui s'appelle Denis Poisson. Encore une fois, c'était choisi par Satoshi Nakamoto comme façon de distribuer la probabilité des blocs. Encore une fois, un Français qui était derrière ces inventions-là. Et ça donne que même si un État fait une loi qui dit « je veux censurer ces transactions-là dans les blocs », ça doit être conforme à telle norme bancaire, oui, ce bloc-là va être censuré. Ma transaction de Michel, si elle est interdite, ne passera pas. Mais la probabilité qu'elle ne passe pas le deuxième bloc, elle devient faible. Et la probabilité qu'elle passe au troisième bloc, elle est 100%. Et ça, c'est dû, encore une fois, à Denis Poisson. Donc, ce qui fait que Bitcoin, il est aussi quasiment incensurable. Voilà, je vous remercie beaucoup. Question. Une seule question? Ok, j'ai le droit à une seule question. Si quelqu'un a envie, ça me ferait plaisir. Vous mettez en avant la comparaison du système financier traditionnel avec ici le Bitcoin. Donc on est ici pour parler du Bitcoin, donc ça me semble évident. Juste pour parler d'un point de vue énergie, est-ce qu'on pourrait avoir des mots, une comparaison entre le Bitcoin qui est le proof of work, comparé à tout ce qui est suivi derrière sur les autres cryptos qui est le proof of stake, et qui semble une mise à jour et moins coûteux, plus rentable en termes de productivité. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est juste pour comprendre. On met souvent en avant l'avantage Bitcoin sur la notion de rareté, qui lui donne une valeur à part par rapport au reste. Mais concrètement, en termes d'énergie, est-ce que je vois très bien. Les autres n'ont pas La question est claire. La question est claire. Très simplement, il parle d'une autre forme de créer des crypto-monnaies qui s'appelle la preuve d'enjeu, proof of stake, qui nécessite beaucoup moins d'énergie. En fait, c'est de la triche parce qu'elle, au lieu de consommer de l'énergie, elle consomme du capital. Ce sont des crypto-monnaies qui sont séquestrées, qui sont mises dans un séquestre. Et on se dit, ceux qui sécurisent avec de l'énergie, c'est des choses physiques, ils doivent dépenser de l'énergie. Ceux qui sécurisent avec des crypto-monnaies, le proof of stake, c'est de la monnaie, donc ils peuvent tricher, mais ils peuvent perdre aussi de l'argent. Donc ils ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de la fraude. Sauf que ce changement-là de paradigme change aussi la sécurité. Il y a mathématiquement démontré le trilemme de la blockchain. On ne peut pas gagner à la fois en distribution, à la fois en sécurité et à la fois en scalabilité. On a inventé la preuve d'enjeu pour gagner en scalabilité, en perdant quoi? Il faut lâcher sur un de ces trois. Il faut lâcher sur la centralisation, ou bien la distribution du système, ou bien la sécurité du système. Pour gagner en scalabilité, ils ont cédé sur la sécurité et la centralisation. Donc c'est un très mauvais choix pour créer une monnaie stable dans le temps. La preuve d'enjeu systématiquement fait de la concentration. Les plus riches vont devenir beaucoup plus riches. Et ils vont pouvoir frauder s'ils le souhaitent. Ils vont pouvoir même censurer s'ils le souhaitent. Alors que sur Bitcoin, parce que c'est de l'énergie physique, il faut avoir de l'énergie physique. Il n'y a aucun autre moyen. Et comme c'est très, très distribué, il n'y a pas un pouvoir aux États-Unis qui va dire moi j'ai trop d'énergie, je vais pouvoir censurer les autres. Son énergie ne suffira jamais. Merci. Voilà, merci. Merci encore.